Bien, nous allons reprendre et nous avons mentionné et abordé très brièvement le où vieillir, le logement, le domicile, mais je voudrais que la réflexion soit beaucoup plus large. Et pour cela, nous avons des personnes d'horizons assez divers et toutes plus prestigieuses les unes que les autres, et qui vont aborder le sujet du bien vieillir, du où vieillir pour bien vieillir à toutes les phases de la vie des seniors. Donc Pierre-Alexandre Mouret va animer les débats. Merci Pierre-Alexandre. Merci Guy, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Alors moi j'ai une double vie, une vie publique et une vie privée. Ça va être intéressant parce qu'on va parler tout à l'heure des différents systèmes aujourd'hui et d'écosystèmes de où vieillir. Donc sur la partie publique, donc je suis maire de ma commune sur le plateau de Saclay, sur l'agglomération Paris-Saclay, donc qui est une commune qui s'appelle Saint-Aubin, depuis une dizaine d'années. Donc je connais aussi bien les sujets de mes concitoyens sur le vieillissement de la population. Et je suis aussi vice-président de l'agglomération Paris-Saclay sur les sujets de moyens généraux, RH, etc. Sur la partie privée, donc je gère aussi des SIAD et des SAD, des groupements de maintien à domicile, à la fois avec des infirmières, mais aussi avec des auxiliaires de vie. Donc je connais bien la partie opérationnelle du maintien à domicile, donc à travers ces deux systèmes associatifs, mais aussi dans un autre sujet plus lucratif, je suis aussi président d'un laboratoire de santé naturelle. Donc voilà, j'ai un éventail assez large du sujet à la fois public et privé. Donc on va effectivement discuter tous ensemble à travers les différentes interventions d'aujourd'hui sur le où vieillir, le comment vieillir et comme Guy le rappelle souvent, surtout sur des solutions plus que des constats. Des solutions, voir effectivement les problématiques et quelles solutions on peut apporter à cette problématique. Bien, donc je vais laisser la parole à Sophie Boissard. Donc vous êtes présidente de Clariane depuis 8 ans, je crois. Vous gérez donc les rênes de ce groupe à travers effectivement différentes solutions pour les seniors. Ce qui serait intéressant, c'est de nous expliquer effectivement comment se déploient ces différentes solutions au sein de votre groupe. Merci Sophie. Merci beaucoup de m'accueillir cet après-midi. J'ai envie de répondre à la question de notre table ronde, où vieillir ? Un peu à la lumière de ce que je vois chez Clariane. Nous sommes présents dans 6 pays européens, en France bien sûr, mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas ou en Belgique. Et partout, la réponse est la même. Où vieillir, c'est près des siens, dans un endroit qu'on a choisi, et en se sentant reconnu, accompagné, en se sentant bien. Donc si on commence par je dirais cette pétition de principe, que je crois que chacun pourra s'y retrouver, eh bien ça renvoie dans tous nos pays, et notamment en France, à ce souhait de chacun de pouvoir vieillir chez lui. Et dans un chez lui qui est soit le chez lui de sa vie active, soit le chez lui de sa vie de retraité, celui où on a décidé d'aller finir ses vieux jours, et en ayant l'assurance que dans ce chez-soi, on aura ses proches à proximité, sans être un poids pour ses enfants ou ses proches, et on aura aussi des solutions fiables, de confiance, qui viendront vous aider en cas de coup dur ou en cas d'accident de santé. Et de fait, aujourd'hui, quand on regarde où est-ce qu'on vieillit, de fait, l'immense majorité vieillit chez elle, avec un accompagnement familial ou en tout cas de proches, ou un accompagnement professionnel, et c'est effectivement le rôle majeur des services d'aide à domicile ou de l'aide à domicile en général, avec aussi cet enjeu de prise en charge des accidents de santé. Et je regardais récemment un rapport de l'IGAS qui dit qu'en France, en tout cas, 40% de l'activité des hôpitaux, ce sont pour des patients de plus de 75 ans. Et ça fait écho avec l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays qui plafonne autour de 65 ans. Donc on voit bien que où vieillir, c'est dans un endroit où cette dimension de prise en charge médicale pourra être correctement répondue.
Et puis, pour une minorité, mais évidemment une minorité très importante, eh bien, durablement, il faut l'aide d'une tierce personne, il faut un environnement de vie adapté, et ça, c'est le rôle des établissements médico-sociaux pour personnes âgées, ce qu'on appelle les maisons de retraite médicalisées, ou cet horrible acronyme des EHPAD, qui aujourd'hui accueillent, soit temporairement, soit plus durablement, notamment les personnes qui ont un besoin de soins au quotidien et notamment qui ont besoin d'un environnement adapté pour des troubles cognitifs. Mais c'est en réalité une minorité. Je crois que c'est à partir de 95 ans que plus d'une personne sur deux vit en EHPAD, et avant, je dirais les plus jeunes sont, comme je le disais au départ, chez eux, chez elles. Celles qui vont, je dirais bien, sont entourées, et celles qui vont moins bien sont isolées avec tous les risques que porte cet isolement. Et pour terminer sur votre question initiale, c'est pour ça en tout cas que chez Clariane, donc effectivement qui à l'origine était avant tout un opérateur de maison de retraite médicalisée, groupe qui s'est créé il y a une vingtaine d'années dans l'Est de la France, donc au moment des premières lois grand âge, prestations spécifiques, dépendance, etc. Donc au tournant des années 2000, nous avons vraiment résolument choisi d'aller vers des solutions les plus diversifiées possibles, de l'aide à domicile avec les réseaux petits-fils en ville, des habitats partagés dans les zones rurales avec AGEVI, qui sont des maisons en fait de 16 personnes qui partagent des auxiliaires de vie, mais qui sont au centre-bourg, dans des zones rurales. Et puis, effectivement, toute une infrastructure d'établissements sanitaires spécialisés dans la réadaptation, les soins de suite, et qui jouent donc un rôle de prévention secondaire pour la grande dépendance avec Inicea. Et puis, évidemment, notre métier d'origine, qui sont les maisons de retraite médicalisées, mais qui sont de plus en plus aujourd'hui, finalement, des petites structures gériatriques très médicalisées qui viennent répondre à ces besoins pour des personnes qui ont cette dépendance installée ou cette autonomie perdue. Et donc je crois qu'il faut tout ça pour bien accompagner en dignité, en qualité et surtout dans le respect des attentes de chacun, en proximité, le 4e ou le 5e âge, qui est notre lot commun. Oui, donc c'est un renforcement d'un écosystème qui est donc varié pour correspondre à tous les besoins nécessaires. Avec des professionnels formés, et ça c'est le trait commun, peut-être on va s'en dire un mot, que ce soit les auxiliaires de vie ou les équipes mobiles à domicile, que ce soit les spécialistes, tous les métiers en fait du médical ou du paramédical autour des spécialités gériatriques ou de la prévention d'ailleurs, ou que ce soit aussi tout l'accompagnement social, le maintien des liens. Et c'est probablement aujourd'hui l'enjeu majeur que de former en nombre suffisant, de former, de reformer, d'accompagner de les trouver, de les former. De santé. Exactement. Et aussi de les trouver. Les trouver, on les trouve. Ce sont des métiers de vocation, et quand on interroge aujourd'hui les jeunes, et c'est vrai pas seulement en France, quand on leur demande 16-18 ans, on a fait récemment un sondage assez large, et sur 17 secteurs professionnels, le top 3 dans tous les pays d'Europe, en tout cas dans lequel nous sommes, on trouve toujours dans le top 3 les services de santé et les soins. Parce que ce sont des métiers de sens, c'est des métiers d'utilité, c'est des métiers dont les formes d'exercice sont très variées. Ce qui est plus compliqué ensuite, c'est comment dans la durée on s'investit et on peut accomplir une vie professionnelle réussie comme professionnel de santé. Et pour ça, il faut clairement continuer à former en nombre beaucoup plus grand des professionnels, de manière à ce que la charge pèse moins sur les épaules de quelques-uns. Sur la partie structure, et je laisserai la parole après à Caroline Abbé sur la partie développement des résidences, on entendait ce matin 7500 EHPAD aujourd'hui, il en faut 1000 de plus demain. Quel est le plan stratégique de votre groupe à ce sujet ? Alors, c'est le rapport de l'IGAS auquel je faisais allusion, qui pour moi est vraiment une somme sur les questions du vieillissement, qui est sorti en avril dernier et qui dit effectivement que, compte tenu des tendances démographiques, en faisant des hypothèses en termes d'indicateurs de santé, d'autonomie et de comportement à peu près inchangés, c'est-à-dire un peu plus de capacité à servir à domicile, mais globalement, il manquerait aujourd'hui, alors je ne sais pas combien ça fait en nombre d'établissements, mais il manquerait 150 000 places d'ici 2030, sachant qu'aujourd'hui on en a un peu plus de 600 000 actives.
Donc oui, clairement, il faut continuer à équiper ou à rééquiper le pays, parce que par ailleurs, dans les places actives aujourd'hui, un grand nombre sont des places qui existent en milieu hospitalier. Et il y a aujourd'hui très clairement, ce ne sont pas forcément ce sont des très grosses unités avec un niveau de confort qui ne sont pas vraiment l'image qu'on se fait aujourd'hui de lieu de vie, de lieu résidentiel médicalisé. Donc il y a un besoin majeur d'investissement, de réinvestissement dans ces structures spécialisées, ces lieux de vie pour personnes âgées ou très âgées. C'est un enjeu pour la France, c'est un enjeu européen. Moi, je renvoie aussi à un rapport de la Commission européenne de 2018 qui disait qu'il fallait prévoir d'investir 145 milliards d'euros dans les infrastructures sociales, comme ça qu'ils les appellent, donc les infrastructures de santé, petite enfance et bien sûr personnes âgées ou personnes en situation de handicap par an dans les 2 décennies qui viennent pour répondre aux besoins ou pour redévelopper aujourd'hui des structures très très vieillissantes. Et ça m'a frappé que dans le rapport Draghi, ce besoin-là d'investissement n'est pas repris en tant que tel, ce qui montre que on a là vraiment un besoin massif d'investissement avec toute la question du modèle économique qui permettent d'y répondre en qualité. Merci. Donc je laisse la parole à Caroline Abbé. Donc vous êtes directrice du développement. Carole, pardon, c'était Carole, excusez-moi. Carole, directrice du développement urbain des résidences spécifiques chez CDC Habitat. Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement le développement de CDC Habitat sur ces sujets. Merci. Oui, merci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, CDC Habitat, nous sommes une filiale à 100% de la Caisse des dépôts. Nous nous définissons comme un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Nous avons en gestion plus de 550 000 logements, à 80% du logement social. Et ça couvre toute la palette des différents types de logements locatifs, du très social, l'hébergement d'urgence, le logement familial social classique, le logement intermédiaire, qui est un logement qui permet d'avoir des décotes de 15% par rapport au loyer de marché, jusqu'à l'accession sociale à la propriété, par exemple. Nous avons développé aussi des logements spécifiques pour certaines populations, et notamment les étudiants et les personnes âgées. Sur le segment des personnes âgées, comme le disait Sophie Boissard, l'essentiel des personnes âgées vivent à domicile. Donc le premier sujet que nous avons à traiter, c'est adapter notre parc de logements existant aux besoins des personnes âgées. Aujourd'hui, sur notre parc de logement social, 27% des locataires ont plus de 60 ans. 27%, c'est la moyenne nationale pour les bailleurs sociaux. Donc régulièrement, nous faisons face à des demandes d'adaptation des logements. Comme vous pouvez vous en douter, ça va de l'installation d'une douche à la place d'une baignoire, d'installation de barres de maintien, de sièges rabattables dans les douches, d'intervention d'ergothérapeutes quand cela est nécessaire. Donc nous faisons ça au cas par cas dès que la demande arrive sur notre parc existant. Nous adaptons également l'extérieur des résidences. Bien entendu, régulièrement, nous réhabilitons nos ensembles immobiliers et lorsque la proportion de personnes âgées est importante dans un immeuble classique, nous refaisons les parties communes, par exemple la porte d'entrée qui est parfois très lourde, pour l'adapter aux besoins des personnes âgées, pour répondre à ce besoin, cette demande des personnes âgées de pouvoir vieillir chez elles à domicile. Dans nos programmes neufs également, nous respectons la réglementation, donc 20% de nos logements sont accessibles et donc sont beaucoup plus facilement adaptables aux personnes âgées quand elles en font la demande. Et enfin, dans notre parc existant de logements, nous nous attachons aussi à répondre aux besoins de mobilité des personnes âgées qui peuvent avoir envie d'aller habiter dans un rez-de-chaussée, dans un logement plus petit parce que leurs ressources à la retraite sont plus faibles qu'avant. Donc nous avons aussi cet enjeu-là à gérer dans notre parc de logements classique. Merci Carole. Élodie Embry, au niveau de la fédération, de la FEAP, quelle est votre vision, vous, de cet écosystème? Est-ce que vous pouvez nous expliciter? Parce que beaucoup de citoyens n'ont pas forcément
toujours compris le sens des structures et les différences entre l'associatif, le non-associatif. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama sur ce sujet? Oui, effectivement, puisque comme son nom ne l'indique pas, la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne privée solidaire, je pense qu'aucun d'entre vous ne sait véritablement quelle réalité ça recouvre. Donc globalement, c'est le secteur associatif et puis le champ des fondations. Et donc, on représente sur le champ personnes âgées à peu près 29% de l'offre, aux côtés du secteur privé qui représente 22%, et dans le secteur grand âge, c'est le secteur public qui est majoritaire. Donc, pour la situation du grand âge, et si on prend la question au vieillir, on est confronté d'emblée à un paradoxe, c'est-à-dire que au vieillir, ça nécessiterait d'avoir une liberté de choix et donc de choisir en toute autonomie, d'accepter ou de refuser des propositions. Or aujourd'hui, pour des questions de dégradation de l'état de santé ou dégradation des possibilités cognitives, le choix il est quand même assez contraint et contraint aussi par l'offre, puisqu'effectivement, même si tous les groupes publics, privés, quels qu'ils soient, s'adaptent, ouvrent les établissements, font des dispositifs, accompagnent effectivement les services à domicile, on est aujourd'hui sur des territoires confrontés à une pénurie et de professionnels et de structures qui ne permettent pas ce libre choix. Et aujourd'hui, le secteur privé, privé solidaire, va très mal. Effectivement, contrairement au secteur public, ce sont des entreprises qui sont mortelles. Alors, elles ne rémunèrent pas d'actionnaires, mais pour autant, ça n'a jamais été aussi catastrophique, puisqu'aujourd'hui, plus de 73% de nos établissements et services sont en déficit, ce qui menace à court terme la survie de l'offre sur des territoires qui ont vraiment besoin, au contraire, par rapport à tout ce qui s'est dit ce matin, de se développer, parce que le modèle est totalement inefficient, que ce soit les EHPAD, que ce soit les résidences autonomie ou le modèle économique globalement du grand âge est à revoir profondément et aussi activer l'efficience des dépenses. On dépense énormément dans le secteur du grand âge. On capte quand même pas mal de points de PIB, on l'a dit ce matin. Pour autant, il y a des inefficiences à tous les coins, notamment sur les structures de coordination, quand on a essayé de cartographier un peu l'existant. Donc coordination pour que les personnes âgées et leurs familles aillent au bon endroit, au bon moment, etc. Il y a quasiment 2000 structures de coordination qui se superposent sur l'ensemble du territoire, ce qui fait 18 structures par département, pour un budget de presque 900 millions d'euros, et qui capte environ 8000 ETP professionnels, dont des professionnels soignants dont on a cruellement besoin sur le terrain. Donc sans injecter plus d'argent, je pense qu'il y a besoin d'un courage politique et d'une volonté politique pour faire en sorte que l'efficience des dépenses aille directement aux bénéficiaires. Merci Élodie, on reviendra évidemment sur ce sujet tout à l'heure. Je vais laisser la parole aussi à Dominique Pont. Donc toi Dominique, tu gères la partie autonomie et santé de la Poste. C'est aussi un acteur qui est complètement très émergent, voire bien plus émergent, parce que ça fait quelques années que tu es sur le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les métiers aujourd'hui que vous développez ? Le groupe La Poste, évidemment, dans la santé, c'est pas tout à fait naturel quand on en parle comme ça. En gros, le groupe La Poste, c'est un groupe qui, depuis 6 siècles, distribue du courrier et en 10 ans, il perd son métier. Tout le monde dans la salle peut imaginer le genre de séisme que c'est dans une entreprise qui était une entreprise à capital public. Donc La Poste s'est transformée ces dernières années en se diversifiant dans la banque, dans l'assurance et dans la logistique. Et aujourd'hui, veut avoir comme relais de croissance 2 thématiques, les services de confiance numérique, avec une filiale qui s'appelle Doca Post, qui pèse aujourd'hui 1 milliard, qui est un des gros acteurs du numérique en France, et notamment du numérique en santé. Je vais en parler au service du bien vieillir. Et un deuxième axe autour des services humains de proximité. On vient du service humain de proximité dans tous les territoires français autour des sujets de santé à domicile. Donc moi, j'ai repris cette activité et j'ai créé la Poste Santé Autonomie il y a 1 an. Notre credo, et je ne dis pas qu'on a raison, mais notre intuition, c'est globalement, on est quoi ? À peu près une quinzaine de millions de personnes en France de plus de 60 ans. Dans 5 ans, on sera 20 millions. D'ici entre 25 et 30 ans, l'espérance de vie flirtera les 90 ans. Donc en gros, la médiane des Français passera 30 ans de sa vie au-delà de 60 ans. Si on raisonne comme ça, avec le développement des maladies chroniques, en gros, on ne s'en sortira pas avec un système basé sur le curatif. On sera obligé, au lieu de penser dépendance pour les personnes âgées, penser comment on peut faire pour maintenir les gens en bonne santé. Et quand on raisonne comme ça,
On se dit aussi qu'on va devoir adresser le grand nombre, donc on va devoir industrialiser un certain nombre de processus et faire des choix dans le bazar administratif de tous les dispositifs qu'il y a dans la santé à domicile. Donc nous, notre credo, c'est d'essayer de dire si on veut adresser le grand nombre et proposer des solutions sur tout le territoire national d'un point de vue industriel, il faut être en capacité d'adresser tout ce qui est important pour les sujets de santé à domicile. Ce n'est pas que des facteurs, c'est comme toi, des SAD, des PSAD, des plateaux infirmiers de télésurveillance. Et c'est outiller ça aussi avec des outils numériques. Tous les pays qui ont avancé sur ces sujets de prévention et de maintien en bonne santé des populations vieillissantes sont obligés de se doter et de services humains et de services digitaux. Si on prend un exemple super concret, aujourd'hui, il y a un dispositif de repérage des fragilités des seniors qui s'appelle ICOP, qui est validé par l'OMS. Il y a eu depuis 10 ans peut-être 5 expérimentations, article 51, et toujours pas en France, on décide de faire un choix et de dire bon maintenant c'est terminé, il faut s'occuper de repérer les fragilités de tous les seniors en France. Je pense que ça va arriver, mais pour faire ça, il faut arriver à avoir une capacité à aller partout en France avec des moyens humains et des moyens digitaux. Donc nous par exemple on est positionné avec sur l'IA aussi. Pardon ? Avec l'IA aussi, l'utilisation de l'IA. Voilà, et puis, bon, nous on pense que ça ne sera pas possible et que tous les pays qui ont travaillé sur la prévention, le bien vieillir et qui sont en avance sur ces sujets d'autonomie et de maintien en bonne santé, ils se sont dotés d'outils numériques et de services humains. Sur les outils numériques, on a la chance de vivre au moment où on développe des solutions d'IA qui sont troublantes tellement c'est puissant. Moi, je suis un militant, tu le sais, de la souveraineté. Je n'ai pas envie que ça finisse chez Google. Donc on a travaillé avec des gros industriels français et européens pour faire notre cloud et notre IA de confiance en santé qui permet de faire du prédictif, qui permet de faire du génératif, c'est-à-dire la synthèse médicale pour faire gagner du temps aux professionnels de santé, au service en fait du grand nombre et des approches qu'on appelle populationnelles, parce qu'à notre avis c'est la seule solution pour s'en sortir. Et aujourd'hui la Poste Santé Autonomie a un chiffre, c'est quand même au bout d'un an 10 000 personnes quand même. Donc c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 350 millions, on a fait beaucoup d'acquisitions, on se développe. On arrive avec humilité, parce que quand on est la Poste, on se fait souvent il y a un peu de sarcasme, humilité, mais on est déter. Merci Dominique. Alors que pense le philosophe de tout ça, Roger Paul ? D'abord, à quel titre ? C'est-à-dire que le philosophe, vous savez, il n'est spécialiste de rien, sauf des discours. Mais comme il est spécialiste des discours, il se met et s'immisce et finalement se sent le droit de parler un peu partout. Il se trouve que j'accompagne depuis maintenant 2019, avant la Covid, la réflexion éthique de la Fondation Partage et Vie. Donc je peux dire 2 ou 3 mots. Cette fondation, c'est l'ancienne fondation des caisses d'épargne, qui, il y a une quinzaine d'années, s'est transformée en Fondation Partage et Vie, qui aujourd'hui gère, je cite de mémoire, mais environ 130 établissements, qui emploie à peu près 7000 personnes et accompagne environ 10 000 résidents dans des EHPAD principalement situés, disséminés et répartis sur le territoire national. Il y en a aussi 2 en Guadeloupe et 2 en Martinique, et une partie de maisons pour handicapés, notamment des MAS, ainsi que des réseaux de services à domicile. Et la singularité, il y a 2 singularités, me semble-t-il, de cette fondation, une qu'elle partage avec d'autres, c'est essentiellement d'être une fondation privée à but non lucratif. Il en a été question tout à l'heure, mais d'un mot, je crois que le public, généralement, confond le privé avec le lucratif et le public avec le non lucratif, avec ce surajoute à cela l'idée que l'un serait vertueux, l'autre non, enfin bon, toutes sortes de confusions dont on peut débattre très longuement, mais il y a un point d'ignorance, je crois important, c'est qu'il y a une large part du secteur des EHPAD et de l'accompagnement des personnes âgées aujourd'hui en France qui est un secteur privé à but non lucratif. Autrement dit, il s'agit de gérer à l'intérieur de fonds, mais avec nécessairement des politiques aussi d'économie ou de limite, mais il ne faut pas confondre les points. Et puis, l'autre singularité, alors là je peux en parler
un peu plus parce que j'en suis en grande partie responsable. L'autre grande singularité de cette fondation, c'est d'avoir mis en œuvre une réflexion éthique qui se veut éthique et pratique. Vous savez, pour moi, l'éthique, s'il s'agit de faire la liste des grands principes, on en a pour un quart d'heure, même pas, une demi-page, et on affiche ça au fond du couloir et ça n'intéresse personne. Et de toute façon, ça n'est pas un travail. Dire qu'il faut respecter l'autonomie des personnes autant que faire se peut, ce qui complique évidemment les choses lorsqu'elles sont elles-mêmes vulnérables ou même incapables de manifester leurs décisions, ça c'est très compliqué, mais respecte l'autonomie, respect de la dignité, respect autant que faire se peut de tous les éléments médicaux, psychologiques, physiques de l'accompagnement. Bien, une fois qu'on a dit ça, on n'a d'une certaine manière rien dit, parce que la vraie question, c'est de savoir comment ces principes s'appliquent, cas par cas. Madame Machin qui est en train de ne plus savoir où elle se trouve ou d'avoir une crise d'angoisse, ça n'est pas la même dame que sa voisine, ni au même moment, ni avec la même histoire, ni avec la même physiologie, ni avec les mêmes polypathologies. Et il faut, d'une certaine manière, donc, forger une réponse adéquate pour une personne singulière à un moment donné. Et ça suppose un travail d'invention éthique permanent, qui est un travail d'invention collectif. Et nous avons, en travaillant, fini par définir l'éthique, bien sûr, comme le disait Lévinas, comme le souci de l'autre, mais aussi comme quelque chose qui est une atmosphère, plus que l'application de process, plus que l'application de règles. Il faut des inventions, il faut savoir se faire confiance, il faut savoir parfois transgresser un règlement. Tout cela, on en discute, et on en discute collectivement. Et c'est autour de cet immense chantier, parce que vous voyez combien il est grand et combien il est important, mais difficile, autour de ce chantier que j'ai accompagné la Fondation, parce que je pense que le travail d'un philosophe, ça ne sert à rien si ça ne cherche pas à changer quelque chose quelque part. Les beaux discours et les problèmes théoriques en forme de partie d'échecs ou de partie de bridge, ça m'amuse un temps, mais il me semble que ça ne sert rigoureusement à rien, sauf à se distraire intellectuellement, si ça n'est pas branché sur la réalité. Et nous avons, au fil des années, maintenant, organisé un thème annuel, des enquêtes, des témoignages, des ateliers, une manifestation annuelle à la Maison de la Chimie, les estivales de Partage et Vie, où nous recevons toutes sortes de personnalités, et puis un livre chaque année, le 5e paraîtra au mois de novembre prochain, et s'intitule « Mémoire et grand âge, comment mieux accompagner ». Et l'idée, si vous voulez, à chaque fois, c'est que ce que nous faisons serve pratiquement dans les établissements et dans la prise de conscience aussi bien des personnels soignants que des résidents et des familles et aussi de toutes les personnalités et les institutions autour. Vous m'arrêtez? Allez-y, je vous laisse terminer votre phrase quand même. Les philosophes, il faut les plaquer au sol. Mais j'allais vous arrêter, c'est vrai. Comment? Je vous laisse terminer votre phrase, allez-y. Voilà, et donc, il me semble qu'il y a là... Alors, je parlais d'autonomie, je peux juste revenir sur le où vieillir. Comme j'aime bien contextualiser un peu les choses, je me suis dit qu'on n'a pas assez réfléchi, ou on pourrait réfléchir, je ne vais pas le faire maintenant, mais sur l'idée que c'est une question très nouvelle, où vieillir. Jamais dans l'histoire on ne s'est posé cette question. Où vieillir, on vieillissait où on était né, ou bien au bout d'un moment, lorsque la société s'est mieux développée, on choisissait d'aller passer sa retraite à tel endroit. D'accord, mais le où vieillir au sens où nous l'entendons, qui est chez soi ou dans un établissement spécialisé, pour faire très court, eh bien c'est une question tout à fait moderne, tout à fait récente, et elle reflète la longue évolution historique de la disparition des familles et des générations sous le même toit. Elle reflète l'extraordinaire
expansion démographique de l'humanité, et en particulier de nos pays développés. Et elle pose aussi, parce que chaque question évidemment emboîte plusieurs sous-questions, elle évoque aussi la question de l'autonomie, du choix et, entre domicile et institutions spécialisées. Et la seule chose sur laquelle je terminerai, c'est qu'il me semble, puisque bien évidemment, vous commenciez à en parler, et je vais vous laisser le faire, il faut réorganiser tout le maillage. C'est tout le maillage et c'est toute la coordination qui ne va pas. Il y a toutes sortes de silos, il y a des empilements administratifs dont la France a le secret pervers. Il y a toutes sortes d'obstacles de toutes sortes, mais il y a la nécessité de coordonner, réorganiser, retisser une multitude de questions, avec aussi un changement des mentalités. Je me souviendrai toujours de ce que m'a dit il y a plusieurs années un directeur d'EHPAD, et j'ai trouvé cette formule très jolie, très intéressante, même si on peut la discuter. Il faut, disait-il, démystifier le domicile et dédiaboliser l'EHPAD. Ça ne veut pas dire choisir l'un contre l'autre, mais ça veut dire que le domicile, évidemment, tout le monde le veut. Les gens ont investi dedans, ils ont leurs habitudes, ils ne veulent pas être déracinés, ils ne veulent pas être pris en dehors de chez eux. Il n'y a rien de plus normal. Mais est-ce que c'est vraiment très drôle d'être sous-sol, chez soi, dans un lit médicalisé, avec une dame qui vient un quart d'heure à 8 heures et un quart d'heure à 16 heures? Pas forcément. Et est-ce que c'est très très triste et toujours forcément négatif d'être dans une EHPAD au milieu de gens attentifs, avec d'autres personnes de votre âge, avec des gens à connaître, à découvrir, à voir, même si on est fortement atteint ou déclinant. Et il y a 1000 exemples de personnes qui, rétives au départ, se sont trouvées finalement plus heureuses d'y être. Voilà. Absolument. Merci en tous les cas pour cette bouffée d'oxygène sur le sujet. On parlait effectivement de problèmes de coordination, de nouveaux services. Dominique Pont, tu évoquais tout à l'heure aussi un service qui est la livraison des médicaments, puisqu'effectivement on peut choisir de rester à domicile lorsque on a la santé pour et l'autonomie pour. Est-ce que tu peux expliciter ce que vous faites aujourd'hui sur le maintien à domicile, sur les médicaments? Donc là on rentre dans la partie santé. Et quel est votre rôle, avec qui vous travaillez, etc. Je suis un jeune postier, mais un vieux de la santé. Et là, pour le coup, sur ce projet, je pense qu'il y a jurisprudence. C'est la première fois, selon moi, qu'une profession de santé libérale en France se fédère, tous syndicats confondus, tout groupement, les groupes et les indépendants, pour faire leur propre plateforme digitale et humaine pour leurs patients, pour la commande de médicaments en ligne, la prise de rendez-vous pour la vaccination, des conseils sur les ordonnances, etc. Donc c'est des pharmaciens? C'est les pharmaciens d'officine qui ont décidé de se mettre ensemble pour construire leur plateforme, en gros, pour ne pas se faire ubériser. Je résume un peu, pour éviter... Ils ont anticipé, quoi. Ils anticipent, mais c'est rarissime qu'une profession de santé se mette d'accord pour faire un truc en commun. Moi, c'est la première fois que je le vois. Et en fait, ils avaient besoin d'un tiers de confiance pour construire leur plateforme et les services qui vont derrière. Donc, ils se sont adressés à nous à la fois pour construire la plateforme numérique et opérer les services de livraison France entière. Donc, c'est un projet qu'ils ont annoncé et on est content de les accompagner et qui sera déployé dans le courant de l'année prochaine, mais qui montre aussi que les sujets de grand nombre et de maintien en bonne santé à domicile, ça va passer par des sujets industrialisés. Et si on veut regarder une forme de souveraineté pour maîtriser l'éthique de notre système de santé, il faudra avoir la sagesse de faire des choix et d'industrialiser un certain nombre de grands projets liés au maintien en bonne santé à domicile. Si on ne fait pas ça, c'est les autres qui vont nous industrialiser. Je suis convaincu de ça. Tu crains une ubérisation du sujet quand tu évoques ça? Oui, je pense que c'est inéluctable, ces sujets. Et que si on n'a pas la sagesse en France de se mettre ensemble, de se mettre d'accord, de faire des choix, d'éviter les millefeuilles
pour se dire de toute façon il faut mettre en place des vrais processus carrés, uniformes sur tout le territoire national. Ce sont d'autres opérateurs, des Amazon, des Uber qui viendront et qui ubériseront ces sujets sous la pression du besoin des gens en fait. Et moi je trouve que ça serait vraiment dommage parce que j'aime mon système de santé, j'aime qu'il soit basé sur les cotisations sociales, donc sur la solidarité. J'aime l'éthique qu'on met derrière parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec la vie privée et le respect des gens, mais on n'a pas la sagesse de se dire on est dans un état super compliqué au niveau des finances et donc on doit faire des choix, industrialiser les choses. Et je milite pour qu'on le fasse par nous-mêmes et qu'on ne nous l'impose pas par l'extérieur. Merci. Un vrai militant. Sophie Boissard, sur ce sujet, vous avez une réaction particulière par rapport à cette volonté aussi d'industrialiser les choses, les rendre plus efficientes ? Mais je pense qu'effectivement, le secteur de la santé, quand on regarde aujourd'hui, ça représente les biens, la consommation des biens et services de santé représente 12% du PIB en France. Quand on regarde les autres pays proches de l'Europe, qui ont des systèmes largement aussi bons que les nôtres en termes de couverture, de solidarité et d'indicateurs, de bénéfices pour la population, je regarde les Néerlandais, les pays scandinaves, ils sont plutôt à 8 ou 9%. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils l'ont fait très largement en appliquant une partie des recettes, effectivement, en tout cas des principes que vous développez, Dominique. Un des sujets aujourd'hui qui fait cruellement défaut, ça a été dit, mais c'est la prévention. Et la prévention, c'est d'abord effectivement le suivi régulier de toute la population au moment, je dirais, à travers des visites régulières, à travers des examens préventifs. Ce qu'aujourd'hui un certain nombre d'entreprises payent pour leurs cadres dirigeants en France, mais en revanche, la prévention large, on voit à quel point on a du mal à la faire. Eh bien, je vous donne un exemple. En Suède ou en Finlande, toute personne d'âge actif est couverte par ce qui représente par une forme de médecine du travail, mais qui est faite tout à fait différemment de celle qu'on connaît. Elle constitue en fait un droit pour la personne, l'actif lui-même, mais pour ses ayants droit, à avoir chaque année une visite chez son médecin avec une batterie d'examens très simple qui permet d'avoir un suivi longitudinal. Avec ça, vous démocratisez l'accès à cette médecine de prévention en misant sur la médecine de ville, en fait, et vous donnez toutes les chances de pouvoir repérer à temps des sujets qui peuvent devenir beaucoup plus handicapants en cohorte. Bon, ça c'est un premier exemple. Pourtant, on en voit bien que notre enveloppe de soins de ville ne cesse de dériver, et pour autant, on n'arrête pas de se dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire de la prévention diffusée. Ça, c'est un exemple. Effectivement, ce qui va avec ça, c'est une base de données obligatoire pour tous les opérateurs, alors qui est en l'occurrence, j'ai en tête l'exemple suédois, ça va être à peu près pareil en Finlande, il y a une agence, qui est l'agence du numérique en santé, qui recueille la totalité des données de santé, évidemment avec toutes les garanties d'intégrité et d'anonymisation des assurés sociaux, et ce qui fait que n'importe quel professionnel, au moment de dispenser un médicament, va pouvoir accéder au dossier, s'assurer que le médicament n'a pas déjà été dispensé, qu'il n'y a pas une contre-indication, et donc le système est beaucoup plus robuste. Autre exemple de ce que font d'autres pays tout proches de nous, ça a été le choix des Néerlandais, pour moi qui constitue un des meilleurs systèmes en tout cas pour l'accompagnement du grand âge, très simple, qui a été de dire aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on recourt à l'hôpital et à l'hospitalisation en urgence dans des cas de décompensation, etc., parce qu'on n'a juste pas su intervenir à temps ou parce que finalement la capacité de prise en soins de proximité n'est pas présente. Et donc, quand on regarde d'un point de vue, pour la personne concernée, on sait tous à quel point un passage par les urgences et une hospitalisation pour une personne âgée est souvent pire que tout. Elle est désorientante, elle fait plutôt régresser qu'autre chose et c'est une vraie rupture, c'est très traumatisant. Eh bien, ce que les Néerlandais ont mis en place, ça a été vraiment une planification de territoire en se disant il faut qu'on ait dans tous les gros bourgs, enfin en tout cas dans toutes les communes, des structures qui sont de type maison de retraite, mais de plus petite taille, une quarantaine de lits, avec une couverture de professionnels de santé. Alors ils misent beaucoup plus sur les paramédicaux que sur les médecins,
C'est pas du tout idiot, parce que en fait, des infirmiers formés en pratique avancée avec des psychologues, évidemment, il faut une supervision du médecin, mais sont vraiment capables d'assurer cette permanence médicale. Et ce faisant, ils ont fait un calcul assez simple. Ils financent très généreusement sur les fonds de l'assurance maladie ces structures. C'est à peu près 200 € par jour et par personne, quelle que soit la nature juridique de l'opérateur. Il y a aussi, comme en France, des publics, des privés et des associatifs. Et ils ont fait la comparaison de se dire finalement, il vaut mieux payer 200 € pour avoir un soin de qualité, de proximité qui est vraiment intégré au plus près en fait de la vie quotidienne des personnes vieillissantes, plutôt que d'avoir des hospitalisations indues qui vont coûter globalement 1000, 1500 € par jour à la même assurance maladie. Donc ils ont sciemment réduit le nombre de lits en hospitalisation aiguë dans les services gériatriques et financé beaucoup plus généreusement, mais avec un cahier des charges très très rigoureux en termes justement de niveau de médicalisation et d'organisation, de continuité de la prise en soin, ces structures de proximité. Moyennant quoi, in fine, quand on regarde la copie et quand on regarde l'effort de dépenses publiques des Pays-Bas, ils sont plus performants que les Français et avec des indicateurs de santé. Moi, je pense honnêtement qu'on devrait piloter la totalité de la politique de santé à travers cet indicateur d'espérance de vie en bonne santé qui dit quand même ce qu'il veut dire et qui en France stagne, encore une fois, à 65, 66 ans, et qu'on devrait pouvoir se donner comme objectif commun de remonter d'une dizaine d'années. Et quand on discute aujourd'hui avec les services les plus avancés en gérontologie, nous, chez Clariane, nous avons la chance de pouvoir collaborer avec l'IHU de Toulouse, qui est le centre de référence, pas seulement français, mais mondial, en fait, en gériatrie. Nous avons déployé, vous parliez d'ICOP, nous sommes aujourd'hui en train de déployer ICOP, c'est-à-dire un repérage avancé des fragilités à l'occasion d'un soin ou à l'occasion d'une prise en charge à domicile avec notre réseau Petit-Fils sur toute l'Occitanie. Donc c'est vraiment tout simple, c'est vraiment un questionnaire très simple pour regarder quel est l'état des capacités. Capacité motrice, capacité auditive, capacité visuelle, capacité cognitive, enfin la mémoire, pour pouvoir ensuite proposer à une personne qui est tout à fait autonome et valide les soins, les exercices physiques adaptés, les petites routines qui vont pouvoir permettre de remonter ou de consolider. Bon, eh bien, aujourd'hui, quand on discute avec les chercheurs qui ont vraiment travaillé sur des cohortes extrêmement longues et qui bénéficient aussi de tout ce qui a pu être fait, notamment en Amérique, au Canada là-dessus, avec ce type d'approche large, on est probablement, ils nous disent, on est probablement en capacité de gagner au moins 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et moi, quand j'entends le professeur Vélas me dire « je suis peut-être la dernière génération qui sera vieille avant 80 ans », parce que c'est comme ça qu'il le formule, et en disant, en fait, dans une génération, on aura probablement des centenaires aussi en forme que les octogénaires aujourd'hui en bonne forme, et ben, je trouve ça assez enthousiasmant. Et c'est ce que la recherche aujourd'hui permet de faire sans recourir à des espèces de drogues miracles ou à des espèces d'opérations voilà, qui font un peu peur. Et donc je suis assez convaincue qu'effectivement il faut accompagner la possibilité de cette pleine utilisation de ce que les progrès de la médecine, de la compréhension des phénomènes du vieillissement permet de faire aujourd'hui, et qu'effectivement pour l'accompagner en population large, il faut avoir ce que vous indiquiez, c'est-à-dire une approche extrêmement systématique de recueil des données, une coordination, mais qu'il faut laisser le soin aux acteurs de faire. Moi, je crois pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, aux organisations de type service public de je sais pas quoi ou structure de coordination. Je n'y crois, mais pas du tout. Ça marche pas. Ça ne marche pas, ça coûte beaucoup d'argent, on y trouve énormément d'administratifs qui ne sont pas les soignants, on embrouille encore un peu plus le message et on vient faire peser sur les épaules, encore une fois, des professionnels de santé, puisque c'est de cela dont il s'agit, des charges de reporting, de coordination, qui sont autant en réalité de préemption d'un temps soignant qui est aujourd'hui, qui manque, ou en tout cas qu'il faut préserver comme étant le bien le plus précieux. Donc, en résumé, pardon d'avoir été si longue, je pense qu'on est vraiment dans une époque passionnante d'un point de vue médical et qu'il faut aller au bout de ça. 2, on se gargarise de vouloir faire de la prévention, c'est pas si compliqué. Il faut juste
organisé de manière extrêmement systématique en le solvabilisant et en le rendant quasi obligatoire, ces visites de prévention à tous les âges. Et je pense vraiment on gagnerait à s'inspirer de ce qui marche un tout petit peu plus au nord de l'Europe. Ça ne nous coûterait pas plus cher, ça nous coûterait moins cher. Et puis, troisièmement, effectivement, il faut qu'il y ait un recueil extrêmement robuste et rigoureux. C'est la seule chose sur laquelle il faut être coercitif. Comment les données médicales, les données de santé sont recueillies, comment leur intégrité est tout à fait préservée et comment l'ensemble des professionnels puisent la donnée à la même source pour vraiment s'assurer qu'on ait cette vision 360 de la situation de santé. Merci. Donc on parle de données de santé, mais Dominique, tu connais bien aussi le sujet. Tu veux peut-être réagir par rapport à ce qu'on vient d'évoquer avec Sophie? L'exemple ICOP, c'est emblématique. Donc ICOP, programme reconnu par l'OMS, la méthodologie du professeur Vélas portée en France par l'IHU Bien Vieillir, elle est carrée. Ça fait au moins 10 ans qu'on parle de ça. On en est au 4e article 51 ou 5e, c'est-à-dire de l'expérimentation. Et il faut passer à l'action de rentrer ça dans le droit commun pour déployer ça à l'échelle nationale. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse de façon sage, comme ce que Sophie proposait. Je pense que ça peut finir avec soit un organisme public, soit 10 000 logiciels différents. Et en fait, là, on est typiquement dans un choix assez simple sur un sujet et de bien vieillir et de prévention. Un choix politique. S'il y a une décision politique de dire il y a un outil national accessible à tous les professionnels de santé, on pilote par le résultat et aux indicateurs de santé et on dit c'est tel et tel et tel type d'acteurs territoriaux qui peuvent le faire, le sujet en 2 ans, c'est-à-dire dans le mandat actuel du président de la République, il peut avoir un énorme game changer sur la prévention en France. Mais la petite souris me dit qu'en fait, on va continuer à complexifier les choses, à imaginer des surcouches de coordination, c'est-à-dire de tomber dans le syndrome actuel. Il y en a un qui avait essayé, c'était François Braun, puisqu'il avait essayé de simplifier, puisque lui, c'est un acteur de santé important sur l'Est de la France. Mais bon, et là, ça a changé. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème, effectivement, d'administratif lourd, et puis de savoir se coordonner. Donc on a parlé d'éthique, on a parlé de coordination. Je voulais aussi parler un petit peu des établissements hybrides aussi que vous proposez, Carole. Un peu nous expliquer, puisque le sujet c'est quand même où vivre, ce que vous proposez, vous, dans les bâtiments hybrides. Oui, Voilà. tout à fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la façon dont on adaptait nos logements familiaux classiques aux personnes âgées. Mais parfois, ça ne suffit pas par rapport aux besoins de la personne âgée, en termes de lien social, en termes de services aussi dont elle peut avoir besoin. Et donc, nous investissons aussi dans un certain nombre de résidences spécifiques qui permettent de recréer notamment ce lien social dans un premier temps. On opère notamment 2 types de résidences particulières qu'on appelle les Papilofts. C'est un groupement de petites maisons individuelles de plein pied, une dizaine de maisons avec un espace commun au milieu, ce qui permet à la personne âgée de ne pas être isolée dans une petite maison à la campagne, mais d'avoir des voisins avec lesquels elle peut réaliser un certain nombre d'activités, une sorte de béguinage, exactement, c'est ce concept. Et en plus, les logements sont spécifiquement conçus pour les personnes âgées en perte d'autonomie, avec les douches qui vont bien, les volets roulants électriques, etc. Aujourd'hui, on en opère une vingtaine, donc on a à peu près 250 personnes qui vivent dans ces béguinages, une quinzaine de maisons par groupe. Voilà, donc c'est plutôt en zone effectivement détendue, mais quand même relativement proche des commerces en centre-bourg. Donc ça, c'est un concept. On a un autre concept qui est une résidence de taille un peu plus importante, des résidences intergénérationnelles. Et ça nous est souvent demandé par les collectivités locales d'ailleurs. Donc ce sont des résidences sociales, comme le sont les Papilofts également, des résidences sociales où là on va trouver à la fois des jeunes, des familles et des personnes âgées qui sont liées par un projet social. Donc il y a des règles de bien vivre ensemble qui s'instaurent. Il y a aussi un espace commun avec des animations. Et donc ce bien vivre ensemble est assuré soit par un de nos gardiens, régisseurs, qui assure l'animation, soit par une association locale, soit par le centre communal d'action sociale, soit par un opérateur privé, mais qui permet de créer aussi ce lien social et cette solidarité de palier qui n'existe pas forcément dans les immeubles classiques.
Ensuite, on a aussi investisseurs dans des résidences encore plus spécialisées, plus spécifiques, des résidences autonomie qui sont des résidences seniors dans le secteur social ou associatif, comme le fait la Fondation Partage et Vie. La CDC Habitat investit en tant qu'investisseur immobilier et confie la gestion à des acteurs publics ou associatifs. On a des EHPAD dans le même type d'exploitation. Et plus récemment, on a testé aussi les dispositifs d'habitat partagé dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça, ce sont des maisons dans lesquelles vivent 7 à 10 personnes âgées. Donc chacun a sa chambre avec un petit coin salon, une salle de bain, environ 30 mètres carrés par personne. Et les personnes âgées partagent une cuisine, un salon, une salle à manger. Et il y a un maître ou une maîtresse de maison qui est là pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, puisque ce sont des personnes en perte d'autonomie, donc qui ont besoin d'aide pour faire les courses, la cuisine et aussi coordonner les soins dont elles peuvent avoir besoin. Et donc ce type d'habitat est très prisé, à la fois des personnes âgées et des collectivités aussi qui en général trouvent que ça s'intègre facilement dans l'environnement urbain. Vous pourrez peut-être en témoigner. Oui, donc on fait ça avec une entreprise qui s'appelle Domani, mais on regarde des projets avec chez Jeannette, Maison de Marianne, enfin il y a plein d'opérateurs qui se lancent dans ces... Et vous le faites aussi, la Banque des Territoires le fait avec nous. Voilà, AGVI, on l'a développé avec la Caisse des dépôts. C'est avec la Caisse des dépôts qu'on a réussi à passer à l'échelle justement sur ces maisons partagées. Exactement, et je pense que vous pourrez témoigner aussi que c'est un modèle qui d'innovation sociale, voilà. Et je crois que sans la Caisse des dépôts, on n'aurait pas eu cette... La Caisse a été extrêmement motrice dans le fait d'aller vers les collectivités, souvent des collectivités très rurales. Et ça nous a permis de contribuer à des projets de rénovation de centres-bourgs qui auraient été extrêmement difficiles à conduire et à financer pour des communes finalement de taille parfois assez réduite, mais qui permet de faire ça, de faire un centre, en général un centre médical. En fait, ça permet d'avoir une réanimation du centre du village et qui est super prisée. Ouais. C'est une façon un peu innovante de répondre à ce besoin de maintien à domicile. On n'a pas envie d'aller dans une grande structure, mais on a quand même des services et de l'aide chez soi. Ouais, moi, je vous confirme en tant que maire, j'ai beaucoup de seniors qui se retrouvent seuls à un moment donné, dans des grandes maisons, des grands appartements, et qui souhaitent, pour recréer un lien social, d'avoir effectivement une structure où ils sont effectivement en intergénération, avec des services de santé. Donc on associe des maisons de santé spécialisées dans le domaine, avec des podologues, des médecins spécialisés, et des appartements un peu de ce type, avec un petit jardin, pour retrouver aussi le cadre de vie. Ça, c'est une forte demande des citoyens. Je vous confirme, en tant que maire, on a pas mal de projets sur ce sujet. Roger Paul, on parlait justement de le lien social, qui est très important, on en a parlé ce matin. C'est que pour vivre longtemps en bonne santé, évidemment, il y a toutes les problématiques de santé pure, mais il y a aussi le lien social. Chez Partage et Vie, c'est votre vision des choses sur le lien social, comment vous l'abordez ? Oui, c'est surtout avec l'idée que la clé, me semble-t-il, de tout ce que nous sommes en train de dire et de la plupart des questions qui attendent dans l'avenir, c'est à la fois les échanges, l'information réciproque et la réflexion individuelle et collective, et qu'on ne va pas opposer les uns et les autres. Vous voyez, je crois que ce dont on souffre le plus aujourd'hui, c'est effectivement de cette existence et de ces modalités de pensée en silo, par case, par lieu de compétence, mais pas d'autres, etc. Et après tout, ce qui me frappe quand je vois la question « où vieillir ?», sur laquelle nous avons avancé, mais on peut continuer, c'est que c'est une question que chacun devrait se poser. Et ce n'est pas vraiment le cas, parce que... Il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper, et il faut surtout l'anticiper en s'informant, en parlant et en réfléchissant. Ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'il y a des gens qui vivent à quelques encablures ou quelques pas même d'un EHPAD, ou peut-être ils se retrouveront un jour à la suite d'une crise qu'ils n'ont pas imaginée et dont ils ne veulent rien savoir, et qui auraient tout intérêt peut-être à aller voir, à discuter, à s'informer, et peut-être que ce n'est pas du tout là qu'ils iront,
bien que ça soit très près de chez eux, mais ils peuvent découvrir quelque chose, ou ne pas, si vous voulez, imaginer que... alors c'est vrai aussi que tout le secteur qui parle du grand âge a beaucoup de mal à se faire entendre pour une raison très simple, c'est que personne n'a envie d'entendre parler de ce qui n'est pas apparemment actif, séduisant, comment dirais-je, croissant, mais plutôt déclinant, et que tout ça, on n'aime pas. Il ne faut pas se mentir quand même. Il y a une grande difficulté à faire entendre, à faire comprendre, à faire découvrir aussi les trésors de vie, de générosité, de bienveillance, de dévouement qu'on découvre quand on franchit les portes. Et quand on... Moi, je suis toujours stupéfait, et ça fait quand même quelques années que ça dure, par le savoir des personnels. Je dis bien le savoir, je ne dis pas le grand cœur, la compétence, un savoir pratique, un savoir intelligent qui doit contribuer absolument aux formations. À Partage-et-Vie, il y a un institut de formation nouveau qui se crée. J'ai été à Lyon il y a 2 ou 3 ans. J'étais avec Dominique Monneron qui dirigeait à l'époque la fondation. Il y avait mon ami Yves Agide, neurologue, Académie des sciences, enfin gros scientifique. Et on a passé quoi? Au moins 3 heures à discuter avec même pas des aides-soignantes, des aides de soins. Voilà, des filles qui étaient là pour avoir une formation qualifiante et qui ont fait preuve. Alors il faut les faire parler, c'est pas commode, elles parlent pas bien, elles ont peur, enfin toutes ces choses. Mais au bout d'un moment, il y a là des gens qui ont non seulement une expérience, mais une compréhension de ce qu'elles font qui est stupéfiante. Et ce que nous avons fait depuis des années et que je veux continuer dans les échanges que nous avons, c'est on ne va pas du tout supposer qu'il y a de pauvres personnels gentils mais un peu ignares qui vont recevoir la lumière de grands experts qui vont leur dispenser leur savoir. Pas du tout. Je crois que tous ces personnels ont des choses à expliquer, à dire, à transmettre, et les sachants, qu'ils soient psychologues, neurologues, psychanalystes, philosophes, sociologues et autres, j'en ai fait venir des tas, doivent échanger avec eux. Et chacun doit éclairer l'autre. Et c'est comme ça que l'on peut, je crois, avancer et faire progresser les choses. Mais par l'information, et je reviens à l'idée de maillage, si vous voulez, ou vieillir, moi j'ai l'impression que chacun devrait se poser la question et ne pas anticiper la réponse avant d'avoir été clairement informé, d'avoir échangé, d'avoir réfléchi. Et tout dépend, parce que c'est tellement variable, tout dépend évidemment de l'âge, de la situation physique, de la région, des finances, de la famille. Enfin, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une réponse, mais il y a aujourd'hui, me semble-t-il, ce temps de changement de mentalité et d'information qui est essentiel. Et il y a aussi, évidemment, toutes, je ne sais pas comment les appeler, mais les réorganisations, les carrefours, les ouvertures, qu'il y ait des crèches dans les EHPAD, qu'il y ait des cantines de lycée ou des médiathèques à proximité, qu'il y ait toute cette intergénérationnelle et aussi une multiplication, pas close, de services, de types d'habitat. Voilà, et on est en train de construire quelque chose, on ne sait pas quoi exactement, face à une situation, je veux juste dire ça et après je me tais, je vous promets, face à une situation que l'humanité n'a jamais connue. Il n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité que la part de personnes âgées en bonne santé ou en cours de pathologisation soit numériquement si nombreuse. Et ça pose évidemment un nombre de problèmes incalculables. Et je considère ceux qui s'en préoccupent comme ce que j'ai appelé un jour des explorateurs de l'humain. Voilà, des gens qui sont en train, tout seuls avec leurs petits bras, de faire comme ils peuvent, mais pour faire avancer quelque chose que finalement l'humanité n'a pas connu sous cette forme-là à aucune époque. Des pionniers. Oui, Absolument.
Merci. Juste une dernière question pour Élodie, justement, dans tout ce qu'on vient de dire, explorateur de l'humain, la coordination, l'éthique, le droit de vieillir là où on a envie, mais effectivement, si on peut anticiper, c'est une bonne chose. Il y a quand même un lobbying à faire auprès de l'État, on l'a vu, des changements de gouvernement, des changements politiques, une inertie, Dominique le disait, effectivement, pour que les choses bougent et que les choses soient simples. La fédération, elle peut faire quoi dans ce contexte-là ? Déjà, effectivement, vous l'avez largement démontré, contrairement à la médiatisation, il y a quand même des innovations, des expériences et des créations pour mieux répondre aux besoins qui sont absolument fabuleuses sur le territoire. Enfin, quand on se déplace, quand on va voir les choses, vous avez démontré que tout est en jachère et contrairement au discours un peu ambiant des fédérations envers les pouvoirs publics qui demandent une grande loi, je pense qu'on a besoin au contraire de moins de lois, beaucoup moins de réglementation, beaucoup moins de lois, puisque la seule réponse ces derniers temps a été une loi sur les chats et les chiens en EHPAD, la seule réponse aux enjeux posés par ce choc démographique et cette transition. C'est important, mais il y a peut-être des choses plus importantes. Non, et en fait, on a besoin de pragmatisme, c'est-à-dire que ce sujet, il est traité sur le terrain depuis toujours. On n'a pas besoin de loi. On a besoin de libérer l'énergie des acteurs, on a besoin d'évaluer a posteriori et puis de supprimer les dispositifs inefficients. Je pense qu'en 3 ans, il y a eu 22 rapports sur le sujet, le dernier datant de 15 jours de la Commission des affaires sociales du Sénat. Donc le président nous demandait d'être concret, opérationnel. Là, vous avez un plan d'action dans ce rapport. Tout est écrit. Maintenant, il y a vraiment un paradoxe. Ce matin, on disait qu'effectivement, ce sont les vieux qui votent. Donc les politiques devraient prendre en considération ce sujet. La moyenne d'âge du Parlement est plutôt élevée. La richesse se trouve plutôt du côté des seniors. Pour autant, il n'y a pas de prise en compte de ce sujet, pas de manière pragmatique, pas de volonté politique. Donc effectivement, nous œuvrons en permanence pour proposer des choses. Et encore une fois, pas forcément demander plus d'argent, mais demander à investir plus efficacement. Et être écouté. Et être écouté. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Guy pour la suite de cette table ronde. Merci à vous. Juste une petite remarque. Il y a la parité complète sur cette table ronde, ce qui n'est pas le cas dans toutes. J'en ai une, d'ailleurs j'en ai 2 sur lesquelles je n'ai pas réussi à faire la parité. Une sur les enjeux financiers, il n'y a que des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Et une autre, là ça m'a beaucoup plus étonné, sur les innovations. Je vous laisse répondre à ce sujet. Je voulais vous remercier toutes et tous, et j'ai noté, alors, où vieillir, j'ai fait très court, parce que je ne voulais pas dire où vieillir au domicile ou en EHPAD, parce que ce n'est pas le sujet, c'est que avant on mourait dans sa famille, on mourait quasiment à la fin de son travail. Ensuite, on mourait 2 ans après la retraite dans des hospices, et encore. Et puis, c'est devenu les maisons de retraite, les EHPAD et tout. Et il y a une multitude de formes aujourd'hui du « où vieillir ». Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu laisser la question très ouverte. Et 2 remarques que je n'avais pas prévues, c'est j'ai beaucoup apprécié la prévention. Et justement, demain, il y aura une table ronde sur la prévention, et avec des particularités. Alors, il y a 3 médecins, c'est vrai, dont un qui est aussi journaliste, Michel Simès, François Sarkozy et Jean-Martin Cohen-Solal, mais également Danone, parce que la nutrition. Et puis, j'ai voulu faire venir une femme que je définis simplement, 38 ans, créé 3 entreprises, 3 enfants. Comment parler prévention aux jeunes? Parce que la prévention, on y pense quand on a plus de 60 ans, et encore, plus de 70. Et donc, comment parler prévention aux jeunes? C'est un sujet.
Sur la recherche, nous aurons aussi une table ronde demain sur les progrès de la recherche dans le traitement des maladies neurodégénératives, donc les plus sévères. Mais on a une autre table ronde, je ne sais pas là, sur les besoins de santé des seniors et les pluripathologies notamment. Mais les progrès dans le traitement des maladies neurodégénératives, nous aurons aussi un certain nombre de professeurs de médecine, dont un qui est déjà ici, Philippe Amouyel, mais Frédéric Blanc, et puis nous avons également des laboratoires pharmaceutiques qui ont sorti des médicaments, des traitements contre Alzheimer, qui sont déjà commercialisés aux États-Unis, mais qui n'ont pas encore obtenu l'autorisation en France, le laboratoire japonais Eisai, et puis nous aurons Roche également, et chercheurs, et puis un animateur. Donc tout ça, ce sont des sujets qui me préoccupent vraiment. Et pour ce faire, j'ai demandé j'ai pu en sélectionner que 4, pour montrer qu'il y a une diversité dans le traitement du ou vieillir, et ce sont juste des exemples donc, à qui j'ai demandé de faire un elevator pitch, alors c'est-à-dire 2 minutes, et ça va sonner. Ils ont 2 minutes, mais c'est pas un choix, ce sont des choix d'innovation, et c'est surtout pour montrer qu'il existe autre chose, qu'il y a des possibilités. Donc, Bistro Bertha en premier. Ça compte 2 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon, le top chrono est parti. Si vous m'avez laissé que 2 minutes, hein, alors je vais être sûr de ce qui disait. Ça va sonner. Allez, c'est parti. Bien le bonjour, et avant d'être le président de l'association Bistro Bertha, que je vais vous présenter dans un instant, je suis un sociologue qui a assisté aux premières loges à la crise des EHPAD, à la triple crise des EHPAD. D'abord une crise de confiance, puisque depuis ces dernières années, on a assisté à des familles qui défient davantage qu'ils ne co-accompagnent. Une crise économique, évidemment, avec des taux d'occupation en berne et un accroissement, une explosion, devrais-je dire, des charges. Enfin, une crise de recrutement, avec des passionnés qui s'épuisent et des désengagés qui négligent. Pour autant, est-ce qu'il faut laisser mourir l'EHPAD ? Je ne pense pas, je pense qu'on ne peut pas se le permettre, et l'enjeu, c'est plutôt de réfléchir à comment est-ce qu'on peut changer l'EHPAD. Pour autant, tout n'est pas gagné. Je ne crois pas qu'il y aura de l'argent magique qui va tomber du ciel et faire transformer complètement la situation. Je ne crois pas non plus à un sursaut du grand public qui, d'un seul coup de baguette magique, pourrait complètement inverser la tendance. Pour autant, il y a un petit peu d'espoir. Je crois à l'action, je crois à la motivation des équipes si elles ont une petite impulsion, et je crois à la stratégie du cheval de Troie. Cette stratégie du cheval de Troie, elle est importante parce que c'est pour ça que j'ai créé l'association Bistro Bertha. Bistro Bertha, on crée des bistrots dans les EHPAD afin d'aider les directeurs et leurs équipes à transformer leur établissement, afin d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et d'ouvrir sur leur territoire les EHPAD. Alors je parle d'EHPAD, mais pas seulement les EHPAD, tout type d'établissement. Ces bistrots, ce sont des espaces joyeux, dépaysants, ouverts à tous, avec une licence de débit de boisson, et c'est important, on y tient, parce qu'il ne s'agit pas de faire une cafétéria, il ne s'agit plus de jouer à la dinette avec les vieux, il s'agit de créer de vrais espaces dans lesquels les gens ont envie de venir et où ils se sentent bien. Et dernièrement, après avoir créé plusieurs bistrots un peu partout en France... Ça a sonné. Ça a sonné, mais j'ai rien entendu. Vous avez entendu quelque chose ? Rien du tout. On a développé une solution clé en main pour permettre à chaque EHPAD de créer un tiers-lieu convivial et autofinancé. Je vais m'arrêter là parce qu'il m'a coupé court. Mais non, mais vous avez tous compris, c'est remettre l'EHPAD dans le village, créer le lien social avec un vrai lien social, le bistrot, qui est à la fois le lien avec l'EHPAD et la... Si c'est pour le faire à ma place, il fallait me laisser parler, hein, Guy. Hein. Franchement, je maîtrisais mieux le discours que vous.
Maintenant, Guillaume Thomas à l'ADOM qui s'occupe du problème du recrutement du personnel de santé, notamment. Entre autres, alors oui, à l'ADOM, c'est une plateforme de mise en relation pour tout ce qui est service à la personne, donc à domicile et en établissement, que j'ai créé il y a 16 ans. J'ai créé ça pour 2 raisons. D'une part, j'ai 5 enfants et j'ai été grand consommateur de babysitter, et donc je voulais trouver une solution pour simplifier ça. Et puis j'ai eu l'occasion de partir en vacances avec ma grand-mère qui avait besoin de soins, et j'ai pu voir à quel point c'était compliqué de trouver localement quelqu'un pour effectuer ces soins. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de plateforme de mise en relation qui va sur tous les services du jeune âge aux personnes âgées. Donc voilà, on sait que 80-90% selon les sondages des Français souhaitent vieillir chez eux. Et donc nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est de trouver toutes les prestations qui permettent de le faire. Tout ce qui est prestations de confort, ménage, jardinage et autres. Tout ce qui va concerner l'aménagement du domicile, mettre un monte-escalier, aménager sa salle de bain, enfin tout ce qui va avec. Et puis toutes les prestations de maintien à domicile avec des prestataires. Et donc on référence à la fois des particuliers, des entreprises et des associations. On a 250 000 prestataires en France. Et les services à la personne, le maintien à domicile représente 10% des demandes qui sont faites sur notre site. Voilà, on peut passer sur la slide suivante. Et effectivement, donc, tous ces services, c'est de l'humain, et donc il y a besoin de personnes pour le faire. Et donc nous, ce qu'on propose effectivement aux structures, que ce soit les structures de maintien à domicile, donc on a parlé de Petit-Fils tout à l'heure, avec qui on travaille beaucoup, également à la Poste, accès aux services, ou Âge d'Or avec qui on travaille. On aide ces structures à recruter du personnel, et également depuis 3 ans, on aide également les maisons de retraite, les résidences seniors à recruter du personnel. Et puis, on envoie 80 000 candidatures par mois aux structures qui recrutent, et on les aide donc à attirer du monde, mais également à fidéliser. Et justement, je trouve que c'est assez marrant de se retrouver ici, parce qu'il y a, je vois ce tableau, et on travaille par exemple avec un EHPAD qui s'appelle Les Monts du Matin, qui a installé ce tableau dans leur établissement, et on a pu voir des photos où le personnel de l'établissement montre un petit peu comment ils ont utilisé ce tableau, et donc je trouve que c'est sympa de voir le recoupement de ce qu'on fait sur le recrutement et du personnel. Merci Guillaume. Alors, je vais prendre 1 minute pour raconter une anecdote qui est très intéressante. Nous installons, c'est un hasard, 3 tableaux d'activité qui sont là, dans un EHPAD qui est situé dans un village un peu excentré dans la Drôme. Et 2-3 jours plus tard, le directeur de cet EHPAD m'appelle en me disant vous pouvez aller sur TikTok. J'étais jamais allé sur TikTok. J'ai dû télécharger l'appli, trouver, comprendre, bref. Et il m'envoie sur une vidéo. Et alors la vidéo, je ne vais pas la projeter, mais il y a le tableau avec 4 soignants qui font une chorégraphie en dansant sur une musique un peu... Et très heureux devant le tableau et tout. Je dis, ouais. Et il me dit, c'est ça qui est intéressant, il me dit, ça va super me servir pour le recrutement de soignants. Montrer que les soignants sont heureux chez moi. Voilà. C'est l'anecdote. Merci Guillaume de l'avoir rappelé. C'est également un établissement qui a... Oui, c'est un établissement aussi qui a mis une crèche dans ses locaux pour ses salariés. Et c'est aussi un autre élément qui permet d'attirer du personnel. Iqbal, le où vieillir, c'est aussi, pour certains, le vieillir hors de France. Décider d'aller passer sa retraite dans un lieu hors de France. Et Iqbal a une idée qu'il va vous expliquer et que j'ai trouvée intéressante. Iqbal. Bonjour tout le monde. Où vieillir, aujourd'hui je suis venu vous présenter un hôtel médicalisé, un 5 étoiles, qui se trouve en Tunisie, à Hammamet. Comme quoi, la dépendance n'est plus un handicap. Le patient dépendant, il peut se déplacer, il peut voyager. Et on l'a montré, ça fait 4 ans qu'on exerce. Et vraiment, je suis très content de l'équipe. Une équipe vraiment franco-tunisienne. On est en train de bien prendre en charge les résidents en court terme, en long et moyen terme.
Voilà. Le pays, il est très beau. Il aide beaucoup. Il y a le facteur, la langue aussi, parce que tout le monde parle français. Les infrastructures modernes. On parle d'un hôtel 5 étoiles, 4 hectares de terrain, avec une... Le micro. Ah, désolé. 4 hectares de terrain, une piscine haute mer, une thalassothérapie à 4800 m² dédiée à nos aînés. Voilà. Voilà. Moi, je suis un professionnel de santé à la base. Et lorsque j'ai accompagné mes 2 parents à la retraite, j'ai pensé à eux. J'ai voulu proposer une solution. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ce que j'ai voulu montrer par donner cet exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est de montrer qu'il faut être ouvert et qu'il peut y avoir beaucoup d'idées différentes correspondant à des besoins de personnes différentes. Et j'ai l'intention de monter encore un projet en partant un peu de ça. Bien, et puis maintenant, ok, le dernier, donc Nicolas Baudelot avec Medicalab. Merci. Pas de slide pour moi. Je vais essayer de respecter aussi les 2 minutes. Moi, je suis le cofondateur de Medicalib, une plateforme de recherche de professionnels de santé à domicile, parce que parfois, le vieillir à domicile nécessite des soins. Et c'est parfois pas simple d'organiser ça, surtout quand c'est imprévu. Et donc, avec Medicalib, on a développé depuis 7 ans une plateforme qui permet de trouver en moins d'1 heure un professionnel de santé qui va se déplacer chez vous et qui va organiser des soins. Ça peut être soit des soins de kiné, soit des infirmières. Ensuite, après, on fait une autre activité de sage-femme, mais pour le vieillir, c'est un peu moins le cas. Et donc voilà. Donc on a accompagné depuis notre création plus d'1,5 million de patients à trouver un professionnel de santé à domicile. Et on a cette volonté chez Medicalib de simplifier pour mieux soigner. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec toutes les parties prenantes, que ce soit les aidants, les soignants et les professionnels de santé qui arrivent au domicile des gens. Et c'est pour ça qu'on a développé une application qui leur permet aussi de gagner du temps et de pouvoir remonter de l'information pour faire du suivi des professionnels de santé, d'apporter du suivi aux familles et aux aidants dans le développement. Et donc c'est ce qu'on fait avec un réseau de plus de 25 000 professionnels de santé partout en France depuis maintenant 7 ans. Ce qui m'a convaincu de lui demander de monter sur scène, c'est que ma première réaction, c'est bah oui, mais il y a Doctolib. Bah oui, mais il me dit, mais oui, mais Doctolib ne permet pas de trouver un kiné qui va se déplacer chez moi. Et effectivement, c'était le cas, et c'est comme ça qu'il m'a convaincu. Bien, je vous remercie. Bien, est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, pas mal de questions. Je regrette que le monsieur qui posait des questions depuis ce matin soit parti, mais... Petite private joke. Mais allez-y, je vous en prie. Il y avait 3 minutes de discours avant 30 secondes. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup d'abord pour vos interventions très riches. On apprend énormément de choses. Moi, j'aurais d'abord une question pour M. Pont. Vous avez parlé des pays qui étaient en pointe dans la prévention. Vous avez parlé des pays qui étaient en pointe dans la prévention. Quels sont-ils? Et après, j'aurais une question pour M. Pont et Mme Boissard. Que pensez-vous de la prévention primaire? La prévention primaire, c'est-à-dire celle qui commence avant toute maladie, bien en amont et le plus jeune possible d'ailleurs, puisqu'on commence à vieillir dès la fin de l'adolescence. Et que l'on sait que 50% des cancers pourraient être évités avec une modification du style de vie. Non, juste pour répondre sur la... Déjà, je vais commencer par la deuxième, parce que tout à l'heure, Sophie a parlé des exemples à l'étranger sur ces... Ouais, exactement. Sur le sujet de la prévention primaire, mon sentiment, qui est une intuition, donc je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, mais moi j'ai la sensation qu'il faudrait qu'on arrive à peu près à partir de la cinquantaine, quelque chose comme ça,
avoir un correspondant qui nous permet de faire de la prévention primaire avec des bilans de santé et peut-être pas que ce genre de dispositif, avec des intervenants qui vous coachent un peu, qui font ce qu'on appelle du care management. Mon sentiment, c'est qu'il faut qu'on mette ça en place à grande échelle, ce genre de sujet. Et partout où ça a été testé, expérimenté, ce type de prévention primaire relativement tôt en âge, en fait, il y a des résultats très probants en termes d'espérance de maintien en bonne santé, et notamment à domicile. Donc la prévention primaire, souvent, elle est très médicalisée dans la tête voilà. Mais je le dis parce que globalement, souvent, quand on parle de prévention primaire, si on parle d'assurance maladie de prévention primaire, c'est souvent pensé comme ça. Exactement. Oui. Je pense que vous avez tout à fait. Si je peux me permettre juste de compléter ce que vient de dire Dominique. Moi, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de ce qui se passe en Finlande, où le principe est que toute famille a une visite de prévention avec un certain nombre d'examens très simples, examens de sang, et qui permettent le poids, la courbe de croissance, et qui permettent effectivement de donner les bons conseils, les bonnes recommandations. Et par rapport à ce que vous dites, je suis d'accord, pour moi, le sujet majeur aujourd'hui, c'est le surpoids. C'est le manque d'activité physique, c'est effectivement, après tous les enjeux de santé mentale, de troubles de l'humeur, d'addiction aussi aux écrans. Quand on regarde aujourd'hui la situation des jeunes, ça nous sort du sujet de la table ronde, mais qui est un sujet de santé publique majeur, c'est troubles 10 de l'attention, du comportement qu'on voit se répandre comme des traînées de poudre aujourd'hui chez les jeunes, dans les écoles primaires. Ça n'existait pas il y a une demi-génération. Enfin, je le dis à titre personnel, il se trouve que je suis aussi investie dans un groupe scolaire et on voit d'année en année la prévalence de ces troubles progresser. Et donc, je reviens sur mon exemple, je trouve que ce qu'a fait la Finlande en transformant sa médecine occupationnelle, c'est-à-dire la médecine du travail, en un droit et une obligation en réalité remboursée par l'assurance maladie et la prévoyance d'entreprise qui est obligatoire, comme c'est le cas aussi en France, en faisant bénéficier à l'ensemble de la famille de cela pour essayer d'aller lutter à la racine contre les problèmes d'obésité, de mauvaise alimentation et d'insuffisante activité physique. C'est probablement comme ça qu'on construit une véritable politique de santé publique. C'est pas si simple avec le système aujourd'hui qui ne permet pas d'aller vers cette approche holistique. Bonjour, Philippe Amouyel, je suis prof de santé publique. Je voulais vous remercier pour les interventions que vous avez faites. Et puis, ça montre surtout la richesse et la diversité des outils. Le seul problème maintenant, c'est de les mettre en œuvre. C'est de faire en sorte que les gens acceptent ces outils. Et Roger Paul Droit a bien expliqué que, étonnamment, il faut qu'ils y aillent. La question, c'est comment est-ce qu'on les y amène. Je pense qu'il y a déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est la prévention. Je pense que la prévention dont on parlait là, c'est la prévention, on va dire, qui commence à ECOP, parce qu'on n'est pas sur la... Enfin, c'est des sujets de prévention extrêmement différents, le petit, le grand, le moyen. Donc là, on est sur la fragilité. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le concept de fragilité. Il y a un stade où on s'affaiblit, grosso modo, on réagit moins facilement aux événements de la vie. Et il y a un moment où ce stade devient irréversible et on repart dans une direction maladie. Tout l'enjeu, c'est de détecter la phase de réversibilité, de mettre en œuvre des moyens de lutter contre cette fragilité. Donc ça suppose en effet de le dépister et ça suppose aussi de mettre derrière l'offre qui va permettre justement de définir ces éléments. Donc tout à fait d'accord. Et l'autre point, c'est vos comparaisons avec la Finlande, la Suède, le Danemark, en gros les pays nordiques qui, depuis des années, ont investi dans la prévention. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est des petits pays. La Finlande, c'est la taille des Hauts-de-France, pour donner un exemple. La Suède, c'est 8 millions d'habitants, c'est moins que la région parisienne. Donc il y a cette notion de masse, c'est 68 millions de Français en face. Les Pays-Bas, c'est 20 millions de personnes. Pardon ? Les Pays-Bas, c'est 20 millions de personnes. C'est déjà un tiers, c'est pas si mal. Oui, mais ils sont dans des situations différentes. Et le point que je vais dire, c'est que, à la différence de ces pays, la France est un pays où domine ce qu'on appelle le modèle biomédical. C'est-à-dire que j'ai un malade, j'ai un bobo, j'ai un traitement, et c'est merveilleux quand quelqu'un découvre un nouveau traitement. Le seul problème, c'est que financièrement, c'est absolument plus tenable. Il faut donc passer
à de la prévention et qu'en France, on n'a pas encore cet état d'esprit. Bon, tout est prêt, hein, vous l'avez montré. Le seul problème, c'est que, ni les autorités politiques, ni la population n'est prête. Il y a eu des ouvertures quand même. Il y a eu la phase Covid, où là, on n'a fait que de la prévention. Finalement, il n'y avait que ça à faire, et ça a plutôt bien marché. Il y a 58 millions de Français qui ont bien répondu. Donc, le terrain est prêt. Et puis, les examens qui peuvent être faits, il faut savoir que les lois de 45 sur la sécurité sociale disent que chaque Français entre 25 et 60 ans peut bénéficier d'un examen de santé systématique tous les 5 ans. C'est offert par la sécurité sociale. C'est gratuit et à peu près 3% des gens répondent. Donc après, il y a cette motivation aux gens pour aller vers ça. Et dernier point, les professionnels de santé, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez une idée de la densité médicale en France, quelle que soit la région française. On parle de déserts médicaux, de pas déserts médicaux. C'est 1 pour 1000. Un médecin pour 1000 personnes. Ce que recommande dans les pays en voie de développement au minimum l'OMS, pour vous donner une idée. Donc, il y a cette notion-là à prendre en compte, mais sinon, pour le reste, tout est là, quoi. Il n'y a plus qu'à, et politiquement, et psychologiquement, et humainement. Voilà. Vous avez tout dit. La seule chose que je voudrais rajouter sur la densité en professionnels de santé, il y a des indicateurs de l'OCDE qui sont très intéressants et qui montrent qu'il ne faut pas seulement prendre les médecins, pardon pour les médecins qui sont dans cette salle, mais les paramédicaux. Et que si effectivement on regarde la densité en paramédicaux, enfin en professionnels de santé, médecins, paramédicaux compris, rapportés à l'habitant, la France est dans une honnête moyenne de l'OCDE. On est à quelque chose comme 400 pour 10 000 habitants, là où la Norvège, qui a les meilleurs indicateurs, est à 7 ou 800. Mais ils n'ont pas plus de médecins que nous, ils ont beaucoup plus de paramédicaux. Oui, c'est ça. Roger Paul, juste une intervention par rapport à ça. Très brièvement, pour répondre à votre question sur la prévention, il y a une étude qui est dans les tuyaux à partager vie, qui a été préparée par le professeur Claude Jandel, qui est le conseiller médical de la Fondation, mais qui est aussi un grand gériatre, concernant, et j'espère que nous allons bientôt arriver à la mettre en œuvre, les facteurs qui conduisent, région par région et même tranche d'âge par tranche d'âge, les gens à entrer en EHPAD. Et connaître ces facteurs à l'avance. Et voir dans cet ensemble d'éléments lesquels pourraient permettre par prévention un retard ou une entrée moins traumatisante qu'elles ne le sont aujourd'hui, vous voyez. Et ça, c'est une chose relativement simple à mettre sur pied du point de vue de l'étude médicale, évidemment plus complexe quand on aura les résultats à faire entrer dans la société, mais il peut être possible aussi, sans penser que l'EHPAD est un enfer, mais de faire en sorte que le moment critique souvent d'entrée, et parfois dramatique, puisse être, en étant mieux étudié, reculé ou transformé. Merci. Une dernière question peut-être ? Oui, Régis de la Roulière, animateur de think tank et chroniqueur intéressé par la démographie. Vous avez tous souligné que, où qu'on vieillisse, on allait avoir besoin de beaucoup de bras pour s'occuper de nous, à la maison ou dans des établissements spécialisés, sur des métiers qui ne sont pas toujours les plus considérés. Pour tous ceux d'entre vous qui ont des responsabilités d'employeur, où pensez-vous qu'on va trouver les bras ? Oui, c'est peut-être très rapidement. Oui, c'est un enjeu majeur. Je pense qu'on a, dans un pays comme la France où on a 7% de chômage, on ne manque pas aujourd'hui de ressources. En revanche, on n'a pas de planification, on n'a pas de filière industrielle, comme l'ont d'autres secteurs d'activité, qui permettent de planifier les besoins de professionnels de santé dans les 10 ans. Et moi, mon estimation aujourd'hui, alors on a chez Clariane pu investir dans une université d'entreprise, on recrute nos aides-soignants aujourd'hui essentiellement par la voie de l'alternance, apprentissage pour les moins de 30 ans et validation des acquis d'expérience avec formation pour les plus de 30 ans. Donc l'alternance, ça fonctionne et on pourvoit aujourd'hui pratiquement 80% de nos besoins de professionnels qualifiés par ces filières de formation qualifiante interne. Donc ça veut bien dire que quand on s'organise, mais on a une planification, on connaît nos besoins sur les 5 prochaines années, chaque année on les actualise, on a passé les conventions qui vont bien avec des centres de formation pour vraiment être au plus près de nos besoins. Et moi, je milite depuis maintenant, j'ai écrit d'ailleurs à plusieurs reprises des tribunes en la matière, je milite vraiment pour que en interbranche,
c'est-à-dire l'ensemble des acteurs confondus, avec les partenaires sociaux, avec évidemment les pouvoirs publics. On se met autour de la table, on met en partage nos projections et qu'on s'organise pour se dire, ben voilà, il faut doubler. Moi, mon estimatif aujourd'hui, c'est qu'il faut doubler le nombre de professionnels de santé diplômés chaque année. Il faut doubler le nombre d'aides-soignants. C'est aujourd'hui, le quota est autour de 35 000. Il faut doubler le nombre d'infirmiers. Aujourd'hui, les quotas, et qui restent encore des quotas impossibles à contourner, c'est 36 000. Il faut probablement aussi augmenter substantiellement le nombre de professionnels de la rééducation, puisqu'on en a parlé, ça participe vraiment de la prévention et du recul de cet âge de la grande dépendance. Et pour ça, il faut former massivement davantage. La bonne nouvelle, pour terminer sur votre question, c'est que, est-ce que vous savez dans cette salle qu'une des formations les plus demandées à la sortie du bac, c'est la formation d'infirmier. On prend aujourd'hui un candidat sur 10. Ça veut dire qu'on lève 9 des jeunes qui ont voulu se diriger vers la carrière d'infirmier de côté. Le plus embêtant, c'est que dans ceux qui sont effectivement pris, il y en a un tiers qui arrête, parce que la manière dont les études sont conçues aujourd'hui est franchement très aride, au moins pour cette première année très théorique. Donc, une bonne partie des vocations aujourd'hui ne sont pas honorées, et quand vous n'avez pas été pris en institut de formation de soins infirmiers, c'est super dur de rattraper après parce que c'est pas fait pour, et que l'alternance est aujourd'hui bien trop réduite. À un moment, on parle par ailleurs de réduire globalement les aides à l'apprentissage. Donc il y a des envies, il y a des vocations, il nous manque un lieu dans lequel les acteurs, et pas les pouvoirs publics, pas je ne sais pas quel comité Théodule, chaque année, comme ça existe dans plein d'autres secteurs d'activité, actualisent leurs besoins et s'organisent pour ensemble répondre à ces besoins de formation et à ces besoins d'alternance, de compagnonnage, parce que nos métiers sont avant tout des métiers de compagnonnage qu'on apprend sur le terrain en étant accompagnés par des professionnels chevronnés. Et ce faisant, j'en terminerai là, c'est aussi une manière de maintenir dans la carrière des professionnels plus avancés, parce que moi je vois aujourd'hui des aides-soignantes ou des infirmiers qui ont X décennies de service derrière eux, retrouver une nouvelle jeunesse en devenant tuteurs. Ils sont du coup déchargés d'une partie de leur service, et mais c'est formidable l'énergie qu'ils transmettent et finalement l'exemple qui est donné lorsqu'ils accompagnent des jeunes ou des moins jeunes et qu'ils les amènent jusqu'au diplôme et à l'entrée. Et je pense que cette dynamique-là, elle n'est pas du tout propre à mon entreprise, elle est probablement présente dans beaucoup des institutions de santé, et elle ne demande qu'à se démultiplier à condition qu'on ait le loisir de s'organiser tel que je le dis. Et pour ça, il faudrait qu'on ait la bénédiction du ministère de la Santé et du ministère du Travail. Ce serait pas mal qu'ils bossent ensemble, ces deux-là. Et qu'on ait également un petit soutien du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, juste Dominique, parce que tu connais bien le sujet des infirmières par rapport à ton expérience sur Toulouse, tu veux peut-être réagir par rapport à ça ? Ouais, l'expérience de 20 ans dans le domaine de la santé, directeur d'établissement, les mains dans le cambouis du réel, dans plein de sujets. Ce que je pense, c'est qu'on est dans un pays de tradition de pensée humaniste où ces métiers de service à la personne sont assez raccords par rapport à notre éducation, à notre tradition de pensée. Donc on a le terreau culturel pour valoriser ces métiers, tous ceux qui sont nécessaires en tout cas sur ces sujets de prévention de bien vieillir. Le sujet aujourd'hui de façon ultra pragmatique, avant le recrutement futur ou les futures générations, c'est déjà d'utiliser au mieux les professionnels qui sont déjà engagés dans ces secteurs. Bien les valoriser, changer quelques décrets de compétences pour qu'on puisse appuyer par exemple sur des infirmières. Il doit y avoir des centaines d'infirmières, Pierre-Alexandre, elles n'ont même pas le droit de faire des actes infirmiers parce qu'elles sont dans un statut juridique différent. Les auxiliaires de vie n'ont pas le droit de peser les patients parce qu'en fait, il y a eu toute une rigidité administrative. Les décrets de compétences de délégation de tâches des médecins, des infirmières, de pratiques avancées, puis à des infirmières, puis à des aides-soignants, tout ça. On a rigidifié le système, donc on n'arrive même pas à exploiter les ressources de bonne volonté qui travaillent déjà aujourd'hui. Donc j'aurais tendance à dire que dans notre pays, culturellement, on va les trouver les gens. Il faut aider ces gens-là à les valoriser et puis aussi à leur proposer en fait des tâches de plus en plus intéressantes. Et pour moi, si on résout juste ça, je pense même pas que ça aura un énorme impact au niveau économique. C'est très culturel ce sujet-là.
Tu as raison, je rebondis par expérience aussi. Bon, il y a ma présidente dans la salle, mais elle ne m'en voudra pas de le dire. On a des auxiliaires de vie qui font des sorties de lit obligatoirement parce qu'on n'a pas suffisamment d'infirmières. Donc on a des métiers on a des interdictions de mission qui sont basiques, simplement parce qu'on a rigidifié effectivement une administration qui ne devrait pas être rédifiée effectivement le sujet. Voilà. Mais je partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Moissard, quand est-ce qu'on va voir un bis Roberta dans un établissement Corian? C'est la dernière. Excusez-moi, ce sera la dernière question parce que c'est effectivement. Clariane. Allez, dernière, courte. Quand est-ce qu'on va voir un établissement un établissement Clariane ouvrir ses portes à bis Roberta? J'en ai plein de directeurs de chez vous qui attendent qu'un feu vert. Je peux vous donner une liste. On en parle juste après. Bien, je vous remercie. Tout d'abord, je remercie. Et on va faire la photo et après nous passerons à la table ronde suivante parce que